Salut et bienvenue dans notre émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler avec une amoureuse de la littérature. Juste la voir, ça donne la joie de vivre. Elle transmet la joie de vivre tout autour de ses proches. Elle, c'est Madame Elodie Ngalaka, d'origine néerlandaise, adoptée en Belgique. Et ici au Congo, on l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup parce que sa mère aussi est congolaise. Elle est née principalement ici à Kin la Belle. Elle est née à Kinshasa. Et c'est la maman de plusieurs enfants, femme mariée et grand-mère aussi. Bonjour Madame Elodie. Bonjour Madame Gombo. Si on va résumer Madame Elodie par rapport à toutes ses activités, on va dire Madame Elodie fait quoi dans la vie? Alors depuis quelques années, je peux dire depuis la période de la pandémie, je suis essentiellement devenue une écriturienne. C'est comme ça que j'aime bien m'appeler. Je suis devenue une écriturienne. J'ai eu ma vie passée avant la pandémie où j'ai travaillé depuis mon tout jeune âge. J'ai commencé d'ailleurs à travailler à l'âge de 15 ans. Donc j'ai fait plusieurs travaux tout en étudiant. Et mon dernier travail, je travaille en tant qu'éducatrice spécialisée dans une école. J'ai eu des soucis de santé. Donc ce travail-là s'est arrêté net. Donc le début de la pandémie, ça a été quelque chose pour moi comme une cassure. Parce que je ne pouvais plus travailler, disons, en continu. Donc j'ai dû chercher, mais que vais-je faire de ma vie si le Seigneur m'accorde encore longue vie? Que vais-je faire de cette vie? Et je n'ai pas dû chercher loin, parce que dans la pandémie, il y a des choses qui se sont posées et tout, et j'écrivais depuis longtemps. Et j'ai décidé de me consacrer à cette passion de l'écriture et de la littérature. Voilà. Amoureuse de la littérature, comme j'ai dit au début, d'où vous provient la passion d'écriture et de la lecture? Quand j'étais toute petite, je ne rêvais pas encore d'écrire, etc. Bon, quand on est tout petit, déjà, quand on dit l'âge de raison, je crois que c'est 7 ans, donc entre 5 ans et 7 ans, on commence à rêver de son avenir et tout. Donc, disons qu'entre mes 7 ans, 10 ans, je rêvais j'aimais bien chanter. Je me disais, j'aimerais bien devenir chanteuse célèbre. À l'époque, quand j'étais toute petite, j'aimais bien les gens qui chantaient. Et je chantais pas faux non plus. J'aimais bien danser. Donc, je voulais absolument aller dans une école de danse. Ça ne s'est jamais fait. Et disons que ça s'arrêtait un petit peu à ça. Et puis, quand j'ai commencé l'école vraiment en première primaire, et au vu de ce que faisait l'institutrice, je me disais, mais le métier d'institutrice, de professeur, c'est pas mal. J'ai commencé à aimer ça. Et j'ai commencé à aimer écrire, j'ai commencé à aimer lire. Donc, depuis un peu ma première primaire, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai vraiment été focalisée, je me suis focalisée sur l'écriture et la lecture à l'adolescence. Donc, disons, à partir de mes 12 ans, là, je lisais sans cesse. J'étais en internat. Bon, le soir, il y avait le couvre-feu, on éteignait les lumières. J'avais la chance que ma fenêtre donnait sur le réverbère qui était à l'extérieur. Donc moi, j'ouvrais les stores, je prenais mon livre et parfois, je lisais comme ça toute la nuit. Donc quand on nous réveillait le matin, je n'avais pas dormi. J'allais me laver, puis hop, j'allais manger avec tout le monde, puis on allait à l'école. Et moi, je n'avais pas dormi. Toute la nuit, j'avais lu. Donc ça a commencé comme ça. J'ai dû après me discipliner, lire un petit peu moins la nuit, parce que je devenais très fatiguée. Et j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire pour mettre mes sentiments. J'étais quelqu'un de très secret, pas très ouverte. Donc tout ce que je voulais dire au monde, je l'écrivais sur papier. C'est comme ça que j'ai commencé depuis mon adolescence vraiment à tout le temps écrire. Et certains écrits, je les ai perdus, d'autres j'ai gardés. Je crois que dans ma cave, quand je vais déblayer ma cave là-bas en Europe, je vais retrouver certains écrits. J'en ferai peut-être un recueil de mes écrits de jeunesse. On va vous découvrir. Oui, voilà. C'est là-bas quelque part. Donc, je vais prendre le temps d'aller rechercher ça. Qu'est-ce que la lecture vous a apporté? La lecture m'a apporté ce que l'école n'apporte peut-être pas. Donc, une plus grande connaissance des choses de la vie. Et quand je dis une plus grande connaissance des choses de la vie, je parle dans tous les domaines.
parce que à mon jeune âge, je lisais aussi les livres interdits, comme les SAS. Je crois que tout le monde connaît ça, les SAS. Je n'ai pas besoin d'expliquer quel genre de lecture c'est. Donc, quand j'étais très jeune, je lisais ça en cachette. On lit ça en cachette, mais ça nous donne une ouverture sur des choses qu'on ne connaît pas. Et puis, on lit d'autres livres. J'aimais bien les livres de philosophie, donc qui nous apprennent d'autres choses. J'aimais bien les livres documentaires et j'aimais bien les livres d'amour. Parce que quand on est une jeune fille, là, souvent on rêve d'amour. Donc, je crois que j'ai lu à l'époque tous les Barbara Cartland, tous les livres roses, comme on dit. Les livres pour jeunes filles roses. Donc, je les lisais beaucoup aussi, comme je lisais aussi beaucoup les livres classiques, tous les classiques de la poésie, La Fontaine, Baudelaire, j'aime beaucoup Baudelaire, mais je lisais aussi Descartes, enfin tous les classiques français, je les ai beaucoup lus. Donc pour moi, les livres qu'on nous imposait à l'école, pour moi, c'était pas du tout imposé. J'aimais beaucoup lire ces livres-là, mais je trouvais que c'était limité, et donc je recherchais à la bibliothèque d'autres livres. Et souvent on me disait, mais Élodie, ça c'est, tu n'as pas l'âge. De lire ça. Oui, de lire, parce qu'il voulait dire tu n'as pas l'âge intellectuel, intellectuellement pour comprendre. Et puis moi j'insistais, j'avais 12, 13 ans, on me disait non, ce livre-là il faut quand même avoir 18 ans pour comprendre l'essence de ce qu'a voulu dire l'écrivain. Et puis moi je suppliais la bibliothécaire, je dis s'il vous plaît, les autres livres là j'ai déjà lu, ça m'apporte plus rien, laissez-moi lire. Alors bon, elle prenait pitié. En fait, donc, là, vous avez, votre âge de lecture était plus avancé que votre mon âge réel. Réel. Donc j'ai beaucoup lu et ça m'a étendu un peu l'esprit. Mais étendu l'esprit, je veux dire aussi, chacun a son caractère. Il y a des personnes qu'on dit qui sont très intellectuelles. Moi, je me définis plutôt comme quelqu'un de très simple. Donc c'est pas parce que je vais lire un livre, j'aime lire un livre de Nietzsche, que ça va m'intellectualiser mon caractère, ce que je suis, etc. Et qu'on va voir quand je parle, cette fille-là, cette femme-là, ouh là là, elle lit que des livres pointus. Non, je reste toujours simple. Là, je le dis parce que c'est une... vous êtes là à m'interviewer et je veux être honnête, je veux que les gens me comprennent, me voient un petit peu de l'intérieur, je me dévoile un petit peu. C'est pour ça que je peux dire, voilà, ici, oui, c'est vrai que j'aimais beaucoup lire les livres de Nietzsche, les livres philosophiques et tout. J'aimais beaucoup lire Freud, j'étais beaucoup contre certaines choses qu'il disait. Mais je veux dire, c'est pas des choses que je vais faire ressortir dans la vie de tous les jours quand je parle avec quelqu'un. Ce sont des choses qui m'ont appris, qui m'ont formé. Mais moi, quand je suis avec quelqu'un, je reste toujours moi-même. Je suis quelqu'un qui aime la simplicité. Voilà, j'aime le contact avec les gens. Je ne suis pas là pour montrer moi, non. J'aime bien la simplicité. Et bon, ça se retrouve certainement dans mes livres. Et c'est pour ça qu'au départ, je ne voulais pas les faire publier. Merci beaucoup. C'est des choses à imiter dans la vie. Merci. Vous avez lu beaucoup d'écrivains. Et quel est l'écrivain que vous aimez particulièrement? Alors, on m'a posé cette question dernièrement et je crois que si on me l'avait posée il y a 5 ans, j'aurais dit quelqu'un d'autre. Il y a 15 ans, j'aurais dit quelqu'un d'autre parce que mon tout premier auteur préféré a été Kamar Allé. Kamar Allé avec l'enfant noir. Parce que c'est un livre, au début, je n'ai lu que des livres d'auteurs européens ou américains traduits en français, même des auteurs chinois. J'aimais beaucoup les livres chinois traduits en français, mais je ne connaissais pas du tout la littérature africaine. Et on m'a offert, quand j'ai terminé mes études, mes secondaires, on nous offrait des livres d'honneur, des prix d'honneur, etc. C'était des livres. Et comme j'étais la seule noire de la classe, je crois qu'ils se sont dit à elle, on va quand même parmi les livres glisser un livre de noir. Moi, je prends ça positivement. Parce que ça m'a fait découvrir. Voilà, ça m'a fait découvrir Kamar Allé. Et depuis quand ce livre, je l'ai lu, je l'ai relu. Moi qui suis poète dans l'âme, je commençais à écrire de la poésie parce que son texte Femme noire est tellement beau. Donc je commençais à le paraphraser. J'étais amoureuse de ce livre. Donc quand j'étais adolescente, on m'aurait posé cette question, j'allais dire Kamar Allé. Et puis après, j'ai découvert d'autres auteurs, donc ça changeait à chaque fois. Mais pour le moment, en fait,
le livre que j'aimerais bien relire, c'est le livre de Jacques Roumain, qui est un auteur haïtien, qui a écrit Gouverneur de la Rosée. C'est un livre qui m'a été offert par une amie haïtienne, qui m'a offert ce livre donc dans ma jeunesse, quand on était au lycée. Et c'est un livre, il est tellement fin, il parle des difficultés de la vie d'un village en Haïti, des difficultés qu'on a parce que c'est des anciennes colonies et tout ça, etc. Aussi les difficultés qu'on a ici aussi au Congo, et puis des difficultés par rapport au village, ils n'ont pas d'eau, donc ils souffrent. Et là-dedans, il y a une histoire d'amour entre deux personnages, mais qui est décrite avec finesse, avec pudicité, avec émotion. Et ce livre, chaque fois que je le lis, j'ai les larmes aux yeux. Et... Comme quand on lit Ma vie entre vos parenthèses. Merci. Donc pour le moment, ce livre est en Belgique. Donc là, j'ai un besoin corporel. J'ai un besoin corporel donc de relire ce livre. Donc je sais que quand je vais arriver là-bas, je vais prendre ce livre et je vais le relire. Et le lire et le relire. Pourquoi? Qu'est-ce qui a déclenché cette envie de publier? De publier. L'envie de publier est venue très tard. Et même, pourquoi aussi très tard? Mais je dois vous avouer que l'envie vraiment de publier, je ne l'ai jamais eu réellement. Vous dire que j'ai eu l'envie de publier serait un peu mentir. Parce que j'écrivais pour moi-même. Donc bon, j'ai déjà atteint quand même un certain âge. Donc je peux vous dire que même jusqu'au confinement, je continue à écrire pour moi-même. Et mon mari était toujours derrière moi, il me disait toujours, mais quand est-ce que tu vas publier? Quand est-ce que tu vas publier? Moi, je lui disais, ah, laisse-moi, je vais publier un jour, tu verras. Là, je ne suis pas prête, je vais publier un jour. Mais quand je lui disais ça, c'était pour qu'il me laisse tranquille. Parce qu'en fait, je n'avais pas l'intention de publier. Parce que tout ce que j'écrivais, écrire pour moi, c'était une libération personnelle. Donc, quand j'écrivais, je me sentais bien. Donc, à chaque fois que j'écris, je me sens bien. Je partageais ça avec moi-même. Et disons que j'ai commencé avec la naissance de Facebook. De temps en temps, je me suis dit, ah tiens, je vais partager ça. Comme Facebook, bon, vous avez vos propres amis, donc ce n'est pas le public. Donc je me disais, je vais partager ça. J'étais affiliée. Mes amis, c'était seulement des personnes de la famille et des amis très très proches. Donc je me suis dit, bon allez Elodie, vas-y quand même, partage un de tes textes. Et puis voilà, je partage un texte. Et puis on me dit, waouh, mais qu'est-ce que tu écris bien? Mais quand est-ce que tu vas publier? Et donc de temps en temps, j'ai commencé à mettre un petit texte de temps en temps sur Facebook. J'avais des bons retours, mais je ne ressentais pas en moi cette envie de publier. Et c'est vraiment quand j'ai arrêté mon travail, avec mes soucis de santé, quand il y a la pandémie qui est venue, qui a permis, bon, on a perdu beaucoup d'êtres chers avec la pandémie, au point de vue international, partout. Mais nous, chez nous, à la maison, on s'est posé. On s'est retrouvés en famille, on s'est retrouvés... On était ensemble dans notre bulle. En Belgique, on parlait de bulle. Je ne sais pas ici au Congo, là, si on parlait de bulle. Mais en Belgique, on disait toujours, vous ne pouvez pas sortir de votre bulle. C'est interdit par la loi. Si vous sortez de votre bulle, vous pouvez avoir des amendes. Ici, ce n'était pas aussi fort que ça. Pas aussi fort que chez nous. Chez nous, c'était vraiment réglementé. Donc, mais nous retrouver dans cette bulle familiale, ça a été un bonheur. Et c'est là que petit à petit, avec mon mari qui me disait, mais publie. Et puis, c'est pendant la pandémie qu'on a créé notre collectif littéraire Bokoutani avec d'autres personnes. Donc j'avais de plus en plus la littérature de façon active dans ma vie. Et c'est à ce moment-là que je me suis lancée. Mais je me suis lancée, je dois dire aussi, grâce à quelqu'un qui est devenu mon filleul littéraire. Et là, je lui rends honneur, c'est Innocent. Innocent Twimwendo, qui est à Goma, qui écrit de la poésie, qui écrit très très bien. Et il m'avait demandé un service, c'était de le représenter pour aller chercher un de ses livres à une célébration qui avait lieu à Paris. Et il m'a mis en contact avec donc les éditions du Net qui avaient publié son livre. Je suis partie là-bas, etc., etc. Et puis à un moment, je me suis dit, ah, ce jeune-là, il est à Goma. Il m'a montré qu'il a déjà fait tout pour publier sa poésie. Et là, maintenant, il m'a demandé un service et tout. Oui, je lui ai rendu un service. Je dis, mais moi qui suis ici, en Europe, qu'est-ce que je fais? Le jeune là-bas, il fait tout pour que sa poésie soit connue du monde.
Et moi là, j'avais déjà rassemblé mes poésies en plusieurs recueils et tout, mais j'ai gardé ça pour moi. J'avais même imaginé des couvertures et tout, mais tout ça c'était dans mes tiroirs. Et je me suis dit, Élodie, vraiment, vraiment. C'est le moment. Hein? Il t'a montré un chemin. Ton mari il te tense là depuis des années à publier. Donc c'est mon mari à qui je rends aussi honneur. Et puis un petit déclic avec la pandémie, avec Innocent, je me suis dit, il est temps. N'aie pas peur. Vas-y. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé d'abord à chercher des maisons d'édition. Oui. Mais il faut dire que les maisons d'édition qui publient de la poésie, c'est très très compliqué à trouver. Et donc c'était vraiment, comme on dit, le parcours du combattant. Et puis je me suis dit, mais au fond, ce qu'a fait Innocent, je dis tiens, pour ma première publication, pourquoi est-ce que je me casse la tête à trouver une maison d'édition? Je vais m'adresser aussi aux éditions du net, qui donnent la facilité à tout auteur, si eux ils lisent le recueil, enfin l'écrit, c'est pas seulement de la poésie, ils écrivent de tout, ils publient de tout, même des essais, etc. Et s'ils voient que bon, ton œuvre vaut quand même quelque chose, ils le publient gratuitement. Ouais. Donc, et ils t'offrent 2 exemplaires. Mais c'est tout ce qu'ils font. Et tu dois aller chercher ces 2 exemplaires, comme j'ai fait pour Innocent, tu dois aller les chercher à Paris le 24 octobre. Voilà. De chaque année. Enfin, si tu peux présenter ton livre jusqu'à fin septembre, je crois. Oui. Et si c'est accepté, alors maintenant, ils vont faire la promo via leur site. Oui. Et puis, le 24 octobre, tu vas chercher tes 2 exemplaires gratuits. Oui. Et puis, toi-même, maintenant, tu fais ta promotion pour que les gens achètent ton livre, etc. Donc, c'est ce que j'ai fait pour mon premier recueil, Ngalaka la Belgicaine. Voilà, et ça a été publié. Et je me suis lancée comme ça. Et voilà, je me suis retrouvée avec, voilà, et puis petit à petit, bon, j'ai connu aussi via notre collectif littéraire, voilà, mon réseau littéraire s'est agrandi et j'ai pu faire publier, donc faire le vernissage de Ngalaka la Belgicaine au Centre Wallonie Bruxelles, grâce à Richard Ali, que j'avais connu grâce à Christian Gombo. C'est comme ça qu'on forme un réseau. Ouais. En fait, c'est ici à Kinshasa que j'ai compris la valeur des réseaux sociaux. Oui. Et la portée, pas la valeur, je veux dire la portée des réseaux sociaux, et que bon, c'est pas mauvais de les utiliser. Voilà. Avant qu'on arrive à Ngalaka, pour arriver à l'autre, oui. On va d'abord parler de Bokutani. Oui. C'est quoi le réseau Bokutani? Bokutani. Pendant la pandémie, on a été approché, je vais lui rendre honneur, on a été approché par José Mabita, qui avait déjà son association Les Gardiens du Livre, je crois, où il envoyait des livres ici au Congo. Il était avec un ami aussi, le Chevalier de la Plume, et ils envoyaient des livres ici au Congo pour les bibliothèques, etc., etc. Et donc, il a commencé à parler à des personnes qui connaissaient. Est-ce que vous aimez la littérature? Il faudrait qu'on fasse quelque chose avec la littérature, pour la littérature congolaise dans la diaspora. Parce qu'il faut dire que moi-même, je ne connaissais pas grand-chose à la littérature congolaise. Et je remarquais qu'autour de moi, bah si, moi je ne connais pas, je ne peux pas transmettre à mes enfants non plus. Et autour de moi, les gens ne connaissaient pas vraiment la littérature congolaise. Et il nous a approchés, il a réuni certaines personnes qui étaient intéressées, et puis c'est petit à petit, on s'est dit, ok, on va faire quelque chose pour la littérature congolaise. Et au départ, on a réalisé le prix Émilie-Flore Fénion. C'était d'abord le prix Émilie-Flore Fénion. Émilie-Flore Fénion, c'est le tout premier écrivain que j'ai lu pendant mes études vivant. Ah, bravo. Je vous dis bravo. Parce que moi, c'est ma marraine littéraire. Oui, c'est le premier écrivain vivant. Parce que à l'époque, la littérature, c'était comme le métier de ceux qui sont morts. Oui, oui, oui. C'est le tout premier écrivain vivant que je lis. Oui, oui, oui. Et elle est toujours là, bien entendu. Elle est toujours là. Elle est toujours là, grâce à Dieu. Oui. Merci. Donc, effectivement, nous avons réalisé ce prix, le prix Émilie-Flore Fénion. Et au départ, comme on était vraiment pour mettre en valeur la littérature congolaise, on a cherché parmi les activistes littéraires qui représentaient mieux vraiment ces mouvements-là, activistes littéraires. Et on a opté pour Soraya Odia. Oui. Donc, on lui a consacré un prix spécial. Et après, maintenant, on s'est consacré plus à
à la littérature avec les écrivains, les écrivaines. Et en 2022, donc on a eu notre notre premier prix, le concours littéraire, où Elvis a été consacré avec Makila. Voilà, un livre que je vous recommande vraiment, les yeux fermés. et là maintenant, en 2024, on va avoir donc la deuxième édition du concours littéraire en 2024. Et je fais un appel pressant aux jeunes auteurs entre 18 et 35 ans qui ont publié en 2022 et en 2023. Donc même si leur livre est publié le 25 décembre 2023, ils ont encore 5 jours pour nous envoyer leur candidature. On attend vos candidatures, ne tardez pas trop parce qu'on ne peut pas prendre non plus 50 livres. On prend seulement des livres publiés ou il y a d'autres livres qui ne sont pas encore publiés? Non, pour le moment, nous sommes encore à un jeune concours, donc on a décidé de ne prendre que des livres publiés. Et là maintenant, pour 2024, c'est les livres qui sont publiés en 2022 et en 2023. Et les jeunes entre 18 et 35 ans, congolais ou d'origine congolaise. On sait bien qu'il y a beaucoup de Congolais qui se sont expatriés dans les pays européens, même en Amérique, mais il faut écrire en français. Plus tard, peut-être, on aura notre concours avec la partie langue nationale. Hein. C'est tout ce qu'on souhaite à notre concours comme évolution. On voit aussi les lingala. Oui, voilà. Et pour ça, je félicite ceux qui sont en train de promouvoir les langues nationales. Il y a Mabiki, il y avait le grand Bienvenue Séné Mangaba, que j'aimais vraiment beaucoup, qui m'a aussi beaucoup... J'essaie d'écrire un recueil en lingala. J'ai 2 textes pour le moment. C'est une bonne chose. J'en ai déjà 2. Il m'avait dit, je vais t'aider. Bon, le Seigneur l'a rappelé à lui, mais il a fait des émules. Donc, je vais m'adresser à ces émules pour m'aider à continuer ce recueil-là en lingala. C'est une bonne chose. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui a affiné? À quel âge plutôt votre littérature s'est affinée? Ah oui, voilà, ça je vais vous dire. Mais c'est vrai que je termine avec Bokutani parce que j'ai parlé du prix. On a créé le prix d'abord et puis on a créé Bokutani. Parce qu'on s'est dit, le prix, c'est trop limité. Il faut qu'on fasse plus. Et c'est à ce moment-là qu'on a créé vraiment le groupe Bokutani, qui maintenant est dans les mains, on peut dire, c'est pas un groupe féministe, mais le hasard a fait les choses que pour le moment, il n'y a que des femmes. Voilà, nous sommes 5 femmes cofondatrices. Donc, il y a 3 collègues qui sont avec moi dans la diaspora européenne. Nous sommes 3 en Belgique. Il y en a une en Belgique, je vais quand même les citer. Martine Bourgeois, Martine Emungu et moi-même, Elodine Galaka, nous sommes basés en Belgique. Nous avons Moko Dorothée Delerue qui est basée à Londres. Et puis ici, nous avons la responsable de Bokutani RDC, qui est madame donc Sylvie Tibasouza Mundu. Nous sommes 5, moi je les ai, c'est moi, ça je remets cet honneur-là à moi. Moi, je nous ai baptisés les Amazones, les Amazones de la littérature. Nous sommes des guerrières pacifiques. Donc nous sommes des guerrières, c'est pour ça que nous sommes des Amazones, mais pacifiques. Et nous combattons pour la littérature. Voilà, donc là je termine. Je termine pour Bokutani. Et votre question c'était quand est-ce que j'ai... À quel âge votre littérature s'est affinée? Ma littérature, au début j'écrivais vraiment beaucoup, mais j'ai toujours écrit beaucoup des textes poétiques. Donc moi je suis vraiment dans l'âme, je suis ce qu'on appelle une poétesse. J'écris la poésie quand je suis inspirée. Donc là maintenant, je peux être en train de prendre mon petit déjeuner, paf, ça me vient. Tout d'un coup, et c'est souvent avec de la musique, tout d'un coup j'ai une musique dans la tête, j'ai des mots qui arrivent sur un sujet qui, peut-être que j'avais entendu quelque chose qui m'a inspiré, je ne le sais pas moi-même, et paf, il y a quelque chose qui me vient, des mots qui me viennent. Donc là, je prends mon GSM, là c'est mon mari qui l'a, je prends mon GSM, je note dans Samsung Note, je note les mots qui me viennent, je les note vite parce que 5 minutes après, je ne m'en souviens plus. Donc je note directement, si j'ai mon carnet, mon bic, je note dans le carnet, etc. Mais j'essaye toujours de retranscrire après dans mon GSM et je me l'envoie par mail. Parce qu'il m'est arrivé dans le passé de perdre, j'ai perdu avec le papier, j'ai perdu beaucoup d'écrits. Et même dans le GSM, dans mes notes, il y a des moments où j'ai effacé par erreur. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que quand je note dans mon GSM, j'envoie ça sur mon mail. Comme ça, plus rien n'est perdu. Donc mon mail est rempli. Mon mail est rempli. Donc j'écris donc la poésie, je suis inspirée. Et il y a quelques années, quand j'ai voulu écrire mon récit de vie,
je me suis rendu compte de certaines de mes limites en écriture. Parce que j'ai voulu écrire, j'ai commencé mon récit de vie, et puis je n'arrivais pas à faire des descriptions. Je n'arrivais pas à écrire certaines choses. Et je me suis dit, mais j'ai déjà vu passer là beaucoup d'appels d'ateliers d'écriture, etc. Je dis, moi qui veux écrire maintenant des textes, pas seulement de la poésie, parce qu'avec la poésie, je ne me suis jamais posé de questions. Donc moi, j'ai des rimes dans ma tête qui me viennent quand j'écris, hop, je mets sur papier. En général, voilà, on peut appeler ça comme ça. Parfois, je relis après, je vais changer un ou deux mots, mais en général, ça reste presque à l'état. Mais maintenant que je voulais écrire un récit de vie, j'avais parfois comme une page blanche. Je voulais écrire quelque chose, ou bien j'avais l'impression que non, ça devrait être écrit un peu autrement. Donc, je me suis inscrite à des ateliers d'écriture, principalement d'une psychologue de formation qui a des ateliers d'écriture. Elle est vraiment formidable, Mouna Medine. D'ailleurs, j'ai dédié aussi, j'ai fait une dédicace pour elle parce qu'elle m'a beaucoup aidée. Et les ateliers d'écriture, moi, je conseille ça à tout le monde qui aime écrire, même un écrivain confirmé. Oui. Quand vous allez dans des ateliers d'écriture, vous affinez peut-être là où vous avez un petit manque. Oui. Moi, je n'étais pas très description. Donc, quand on fait des exercices sur des descriptions, donc je me forme. Donc, et puis, on apprend aussi des autres personnes qui sont là avec vous. Parce que dans l'atelier, bon, nous sommes 5-6, donc nous avons la chance, le bonheur de pouvoir après lire notre texte. Donc on écoute les autres, ça nous apprend beaucoup, on devient humble. Moi je suis très humble quand je suis dans les ateliers d'écriture parce que je trouve, quand j'écoute les autres, mais je me dis toujours, mais vous n'avez pas encore publié. Alors là maintenant, dernièrement j'ai repris, avant de venir, j'ai repris un atelier d'écriture et je compte continuer après au retour et je leur ai dit, mais toi, Muriel, tu n'as pas encore publié. Mais qu'est-ce que tu attends? J'ai dit, tu écris 100 fois mieux que moi. Qu'est-ce que tu attends pour publier? Elle me dit, mais non, et tout. En fait, je les retrouve dans l'état où j'étais, moi, avant ma publication. Avec des personnes qui vous disent, il faut publier, il faut publier. Mais je pense que vous n'allez pas vous reposer. Vous avez commencé. On y va. Là, maintenant, en tout cas, je suis... Comme je dis au départ, je n'avais pas l'envie de publier. Oui. Mais maintenant, ça devient peut-être une nécessité. Oui. Une nécessité parce que j'ai encore de la poésie qui est là. On m'a d'ailleurs approché pour ça. J'ai écrit une nouvelle. J'ai écrit une nouvelle que je voudrais maintenant un peu... elle est en phase de réécriture. J'ai quelqu'un qui était intéressé, mais elle... en phase de réécriture. J'ai un conte que j'avais commencé à écrire. Oui. Donc, j'ai des choses qui sont en cours, mais depuis Ngalaka la Belgicaine, j'ai pas pu retourner sur ce travail en cours. Oui. Et là, maintenant, ma Biki m'a surprise avec la publication, parce que je croyais que la publication allait venir un peu plus tard. Oui. Et puis, ils m'ont dit, non, c'est imprimé, c'est publié, vous êtes à Kinshasa. Vous allez faire la rentrée littéraire. C'est une bonne chose. Et je les remercie. Et puis, moi, je me dis, les éditeurs doivent commencer à faire ça. Oui, voilà. Parce que les écrivains ne sont pas prêts. Ils sont toujours Ils sont jamais prêts. Donc, si les éditeurs qui ont des manuscrits des écrivains, c'est à eux maintenant de décider de la publication. Ça. Et si ça ne tenait qu'à eux d'ailleurs, je crois que ça aurait été même publié avant Ngalaka la Belgicaine. Mais c'est moi qui leur ai dit que je n'étais pas encore prête pour la publication de ce livre-là. Émotionnellement, je n'étais pas prête. Bravo. Voilà. Donc je leur ai demandé, attendez que je finisse Ngalaka la Belgicaine. Et puis ils m'avaient dit, mais on peut publier même en même temps. J'ai dit non, je ne suis pas encore prête. Et puis heureusement qu'ils m'ont, ils m'ont recontacté. On a été de nouveau en contact. Et ils ont dit, bon, maintenant vous êtes prête? J'ai dit, je suis prête. C'est bien, bravo à eux. Merci. Maintenant, dans Ngalaka, qu'on va parler un peu rapidement, il y a Ngalaka. Dans Ngalaka, la Belgicaine, il y a plusieurs chapitres. Oui, il y a plusieurs chapitres. Moi, j'ai voulu qu'on parle un peu, vous nous expliquez un peu... Belgique, mon ami, et Kansala. Voilà. Alors, Belgique, mon ami, c'est un texte que j'avais écrit il y a quelques années, un 21
un 21 juillet, qui est la date de la fête nationale en Belgique. Et j'ai eu une inspiration d'écrire ce texte. Je l'ai écrit et après je l'ai publié. Et ce texte m'est venu, je crois, parce qu'en pensant à la fête nationale, j'ai pensé à tout ce que m'avait apporté la Belgique et peut-être à tout ce qu'elle ne m'avait pas apporté. Et c'est comme ça que ce texte est né. Et Belgique, mon ami, donc, bon, moi je ne suis pas... Je suis venue en Belgique très jeune, j'avais 2 ans et demi. J'avais 2 ans et demi et j'y suis restée pour les études et finalement je me suis mariée, etc., etc. Donc c'est devenu mon pays d'adoption. C'est pas un pays que j'ai choisi, c'est mes parents qui m'ont envoyé. Et en même temps c'était une cassure pour moi que j'ai vécue douloureusement, mais je ne le savais pas au départ. D'être prise de mon pays natal et d'être envoyée en Belgique. Donc c'est pour ça que j'étais une jeune fille aussi qui ne parlait pas beaucoup. Parce que en moi j'étais malheureuse d'avoir quitté le soleil, la famille ici, bon, mes parents aussi, etc. Donc voilà. Mais la vie a fait que j'ai vécu en Belgique quasi toute ma vie. Mais je revenais au Congo pour les vacances, etc. Mais c'était en Belgique que je vivais. Et je me suis rendu compte que c'était mon pays d'adoption, que j'aimais beaucoup, mais que ce pays d'adoption, parfois, il s'est mal comporté envers moi. Et j'ai voulu que tout le monde le sache, même mes amis belges. Parce qu'avec mes amis belges et tout ça, bah, je rigole, etc. Mais je me suis dit, mais eux aussi, ils ne connaissent pas mes blessures par rapport à la Belgique. Et je les ai mises dans ce texte. Et j'ai eu d'ailleurs beaucoup de retours, plus de mes amis belges que des Congolais. Mes amis belges qui m'ont dit, ah oui, il y a des choses qu'on a compris, qu'on a ressenties, auxquelles on n'avait pas pensé. Des choses qui t'ont fait mal. Voilà. Et donc c'était très important pour moi que la Belgique sache. Voilà. C'est sorti, voilà, maintenant on sait. J'ai eu du bonheur et des malheurs avec la Belgique et voilà. On n'a pas besoin d'avoir les détails, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc Kassala. Et le Kassala, c'est... Le Kassala, j'ai connu le Kassala des Luba, le Kassala chanté. Mon mari est Luba aussi. Et c'est quelque chose, c'est un chant poétique que j'adore. Bon, il paraît que les chrétiens ne peuvent pas dire qu'ils adorent, mais je suis chrétienne et moi je dis j'adore. Mais c'est une émotion d'exprimer l'amour. Voilà, aussi. Voilà. Et je ne parle pas le Tiluba, mais à chaque fois que j'entends un Kassala chanter, j'ai les larmes aux yeux. Tellement je suis prise d'émotion. Et quand j'ai vu qu'il y avait le professeur Jean Kabuta, qui est aussi Luba, mais qui avait créé le Kassala contemporain, qui est un Kassala écrit, je me suis dit, ah, moi qui ne parle pas Luba et qui suis poétesse, écriturienne, je vais un peu voir c'est quoi ça le Kassala contemporain. Et c'est comme ça que j'ai connu le Kassala contemporain, qui est une forme poétique, une autre forme poétique d'écriture. Et j'ai été happée et je suis passionnée par ça et je suis en train de me former. J'ai déjà suivi les formations de base et je vais continuer les formations intermédiaires, avancées et tout ça. Et dans le projet pour lequel je suis venue ici, justement, dans ce projet-là, j'ai intégré le Kassala contemporain dans le projet Musique Théâtre Noracine. Donc on a fait notre tournée au Congo central. Et voilà, c'est aussi une passion qui m'est venue. Dans ma famille, on ne comprend pas. On dit, maman Elodie, depuis qu'elle est retraitée, pensionnée, elle travaille plus. Beaucoup de travail. On ne sait plus venir chez elle. Avant, elle était chez elle. Maintenant, plus moyen. Elle est toujours en voyage. Voilà, j'ai plusieurs passions, mais toujours liées à la littérature et à la poésie. C'est ça la beauté de la passion, on peut dire aussi. Quand ça t'appelle, c'est fini. Oui, c'est fini, on est dedans. Oui, on me dit, mais quand est-ce que tu vas t'arrêter? Je ne sais pas. On ne s'arrête pas avec On ne s'arrête pas, je crois. Il faut juste se donner des moments de repos. Voilà, se ressourcer de temps en temps. On va un peu parler de ma vie entre vos parenthèses. Ah oui. Ici, il y a un texte, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé. C'est à la page 15. Deuxième, je peux dire, deuxième paragraphe. On peut être heureux et malheureux en vivant les handicaps, comme on peut être heureux et malheureux en vivant sans handicap. Et moi, je choisis le bonheur avec tout ce qui va avec. Le larme de joie et le larme de peine. C'est la partie que j'ai beaucoup aimée. Mais ça me définit en fait. C'est ça qui me permet non seulement de survivre, mais surtout de vivre. Parce que survivre dans la vie, c'est pas assez. Il faut vivre, voilà. Et là, c'est un peu un résumé, hein, donc par rapport au handicap, puisque ce livre, c'est ce thème-là, le thème du handicap.
c'est un peu un résumé que oui, moi je n'ai pas choisi le handicap. Le handicap m'a choisi. Au départ, j'ai eu des difficultés quand même. Comme toute personne, je crois, qui est confrontée soudainement au handicap, j'ai eu des difficultés, mais à un moment, j'ai choisi. J'ai choisi la vie. C'est vraiment ça. Et qu'est-ce que, voilà. En fait, on commence d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé d'écrire le livre ici? Oui, parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'exprimer ce qui est au fond d'elle et surtout le parti noir. Voilà. Donc, vous m'avez dit, je suis la maman de plusieurs enfants. Oui. J'ai 3 garçons, une fille. Et mon dernier enfant, né en l'an 2000, est né avec ce qu'on appelle un handicap, qui est la trisomie 21. Oui. Et au fur et à mesure qu'il grandissait, bon, lui il a beaucoup de difficultés dans la communication, d'articulation. Donc les personnes, quand il parle, ont du mal à comprendre ce qu'il dit. Mais il a eu tellement de richesse, tellement de compétences, des choses que moi-même je n'ai pas. Je n'ai pas le sens de l'orientation. Lui, quand il va quelque part, après il peut y aller sans problème, tandis que moi pas. Donc il y a des choses qu'il fait qui sont tellement formidables. Et puis, comme moi, bon, ma passion c'est d'écrire, comme vous avez dit, c'est un don, c'est un talent, je ne sais pas. Et je me suis dit, mais lui, il a tellement de talent, il a tellement de dons, et il n'a pas la capacité de montrer aux gens, d'expliquer aux gens qui il est. Alors je me suis dit, il faudra un jour que j'écrive quelque chose pour lui, pour qu'il puisse parler à travers moi. Donc en fait, c'est quelque chose qui, au fur et à mesure qu'il grandissait, me tenait à cœur. Et puis est venu aussi mon petit-fils, qui aussi était en situation de handicap, un autre handicap, le syndrome d'Angelman, que je ne connaissais pas du tout, et qui est un handicap beaucoup plus lourd encore que la trisomie 21. La trisomie 21, elle peut être légère, modérée. Mon fils, il est plus dans la modérée. Elle peut être aussi sévère. Mon fils est plus léger, modéré, mais il a de gros soucis d'articulation. Mon petit-fils est venu avec le syndrome d'Angelman qui a des conséquences beaucoup plus lourdes sur la vie quotidienne. Mais qui nous a apporté tellement de bonheur. Et donc, la question que je me posais déjà pour mon fils est venue aussi avec mon petit-fils. On a vécu tellement, on vivait tellement de joie avec mon petit-fils que tout d'un coup, je me suis dit, mais là maintenant, le bon Dieu, il m'en a donné 2. Mais il faut que j'écrive pour les 2. Ouais. Donc, ça me trottinait. Et un jour, le déclic est venu quand moi-même j'ai lu. Je lisais beaucoup sur le handicap, mais le livre de Jean-Louis Fournier, je crois, parfois je me trompe sur l'auteur, mais je crois que c'est Jean-Louis Fournier. Il a écrit où on va, papa. Il a écrit sur ses 2 enfants en handicap. Et quand j'ai lu le livre, je me suis dit, mais pourquoi je me trotte la tête à me dire qu'est-ce que je vais écrire, comment je vais écrire? Je dis, à chaque fois que je vais penser à eux, je lisais le livre et puis je pensais à mes enfants et j'écrivais. Mais ça m'a pris des années. J'ai commencé en 2009. Et quand est-ce que je publie? 2023. Je crois que j'ai terminé le livre plus ou moins en, je sais pas, 2017 ou 2013 peut-être, je ne sais plus. Avec les années, je me trompe. J'ai terminé le livre il y a quelques années. Et puis, avant la publication, quand j'ai décidé pour la publication, avec ma Biki, ils m'ont dit aussi, il faudrait peut-être mettre, bon là, ça date d'il y a plusieurs années, parler un petit peu de la situation actuelle. Et donc, j'ai ajouté un petit texte, entre guillemets, de fin. Voilà, parce que le livre, je l'avais commencé en 2009 et je le publie en 2023. Mais voilà, donc il y a plusieurs choses qui m'ont amené à écrire ce livre, mais surtout le fait de vouloir donner la parole à 2 enfants en situation de handicap. Et pour leur donner la parole, c'était expliquer ma vie avec eux. C'est expliquer ma vie avec eux, voilà. En lisant et en écrivant, vous n'avez pas pensé que vous pouvez plagier? Que je pouvais plagier un peu? Plagier? Non, parce que là, j'écrivais des choses qui se passaient dans mon quotidien. Donc, dans mon écriture de tous les jours, il se passe quelque chose, j'écris. Au début, oui, comme j'avais été inspirée par le livre de Fournier, Où on va, papa, au début, je me suis dit, oh, mais moi, je vais écrire un livre sur le handicap. Est-ce que je ne suis pas en train de plagier Jean-Louis Fournier? Et puis, je me suis dit, non, puisque ce que je vais écrire, c'est des choses qui m'arrivent à moi. Ce ne sont pas des choses qui se sont arrivées à lui et à ses enfants en handicap. Et pour la petite histoire, quand j'ai lu son livre, et là c'était très présomptueux. J'ai fait, comme on dit, je suis coupable d'orgueil, d'avoir eu mes moments d'orgueil. Parce que quand j'ai décidé d'écrire un livre, je me suis dit, moi mon livre, il ne sera pas aussi sombre que celui de Où on va, papa.
parce que son livre est très sombre. Il écrit d'une façon très lourde. Lire son livre, il faut être fort. Il faut être très fort pour lire son livre, parce que à la fin, j'avais mal, j'avais le cœur serré, me dire mais quelle souffrance, il a, etc. Aussi. Voilà. Juste ici, s'il n'y avait pas votre joie de vivre du quotidien, voilà. Là, on allait aussi être souffrir. Comme ça. Mais en fait, j'étais orgueilleuse, parce que moi, je me suis dit, je vais écrire un livre avec ma joie de vivre. C'est de l'orgueil. J'en suis coupable. C'est ce qui apaise, au fait, ah, oui, ici. Oui, oui. En lisant ici, c'est votre joie de vivre qui apaise la douleur. Voilà. Et j'avais beaucoup hésité, parce que dans le livre, il y a quelques textes poétiques. Oui. Et ces textes poétiques, ce sont des textes qui m'ont toujours été inspirés, mais parfois ces textes m'ont été inspirés par une chanson. Comme par exemple le texte où j'écris sur la différence. Oui. C'était un texte, j'étais à un abri de bus, donc là où on attend les bus en Belgique, près de chez moi. J'allais sur Bruxelles et j'ai été prise de douleur. Donc j'ai été prise d'une douleur intense et j'ai commencé, souvent quand je suis dans des moments comme ça, je chante, j'écris et tout. Et c'est la chanson de Barbara qui m'a inspirée. Quand reviendras-tu? Donc j'ai commencé à mes textes, les mots qui me sont venus sur l'air de cette chanson. Mais et voilà, j'ai commencé à écrire. Et après, quand j'ai dit, bon, j'ai plusieurs textes c'est une amie qui m'a dit, non, tes textes sur la différence, sur le handicap, tu ne peux pas les écrire ailleurs. Tu dois le mettre dans c'est Madame Julie Tienne d'Amwamba qui a préfacé ce livre et dont j'ai parlé que j'hésitais à mettre mes textes. Et elle m'a dit, mais non. Elle dit, tes textes, tu dois les mettre dedans. Mais j'ai hésité pour Quand reviendras-tu, parce que c'était inspiré d'une chanson de Barbara. Puis je me suis dit, mais non. Je dis, ça a été inspiré, et voilà, et je le dis, et voilà. Donc, dans ce texte-ci, ce sont toutes mes choses du quotidien. Donc, il n'y a pas de fiction. Oui, il y a des détails. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça que je ne voulais pas le publier au départ. Il y a quelque chose que j'ai vu à la page 15. On dit, c'est quoi la situation cornélienne? Ah, la situation cornélienne, c'est la situation du début. Je vais le dire en quelques mots. C'est la situation du début. Où le docteur vous apprend que vous allez avoir un enfant handicapé. Et là, vous êtes une maman, vous êtes enceinte déjà de plusieurs semaines, plusieurs mois même, et on vous dit ça. Vous attendiez votre dernier enfant, on avait décidé que c'était notre dernier enfant, donc on pouvait se l'imaginer aviateur, professeur d'université, tous les rêves que font les parents pour leur enfant, et là on vous dit, il aura tel handicap. Et vous vous révoltez contre Dieu, vous vous dites, non, je ne veux pas de cet enfant. Et d'un autre côté, vous voulez cet enfant parce que vous le sentez vivre en vous. Donc c'était ça la situation cornélienne, entre le vouloir et le non-vouloir. Et je suis désolée, mais en vous parlant là, je me retrouve, j'ai pas relu mon livre, donc je me retrouve de nouveau dans cette émotion, parce que c'est une émotion pour laquelle je me sens coupable. Parce que mon fils, il est là. Mon fils, il est là. Florian, il est là. Il est bien vivant. Et il nous donne tellement de joie. Il fait, dans sa vie, il se surpasse. Il se surpasse. Lui, il ne voit aucune difficulté dans sa vie. Pour lui, tout est facile. Oui. C'est les gens qui voient les difficultés. Mais lui, il est heureux. Tout est facile dans sa vie. Alors, de repenser qu'à un moment de ma vie, je me suis dit, peut-être cet enfant, il ne devrait pas naître. En tant que maman, ça fait mal au cœur. C'est une situation cornélienne. Mais que j'ai dépassé, je suis heureuse de l'avoir dépassé. Mais d'y repenser, c'est dur. Vous avez pris la vie du bon côté. Oui, j'ai pris la vie du bon côté. Et selon vous, notre dernière question, parce que quelqu'un va me tuer. Oui, c'est toujours comme ça. Et en plus, moi, je ne vous ai pas dit au début que je parle beaucoup. Ouais. Vous l'avez remarqué. Selon vous, c'est quoi prendre la vie du bon côté? Prendre la vie du bon côté, c'est savoir que dans la vie, il y a des mauvais et des bons côtés. On ne peut pas nier les mauvais côtés. Ouais. Mais prendre la vie du bon côté, c'est surpasser les mauvais côtés. Et les mauvais côtés, regarder, et même dans les mauvais côtés, y trouver de la joie. Et vivre de cette joie. Voilà, ça sera ça mon dernier mot de la fin. Merci Vivez beaucoup. de toutes vos joies. Merci énormément. Merci beaucoup aussi. J'allais, souvent dans des émissions pareilles, on dit, qu'est-ce que vous disiez aux jeunes écrivains? Ben, moi, je vais vous dire, de dire un mot à tous les parents, particulièrement de mamans,
qui ont des enfants qui vivent des situations de handicap. Oui. Alors là, je vais m'adresser justement à tous ces parents. En fait, le livre ici, mon fils, quand on a fait le shooting photo avec lui, il a dit c'est mon livre, mon fils Florian. Donc, je vais dire à tous ces parents, ce livre-là, ce n'est mon livre qu'à moitié. C'est le livre de Florian, c'est votre livre à vous, parents. Parce que je l'ai écrit aussi pour vous. Je l'ai aussi écrit pour vous, pour que vous sachiez que vous aussi, vous pouvez vivre tous les bons côtés, surpasser les mauvais côtés et en faire des moments de joie. Voilà, c'est ça que je veux partager avec vous. Merci. Merci beaucoup, maman Elodie. Et votre livre est à recommander. Merci. Et à recommander à tous les parents. Ma vie entre vos parenthèses. À tous les parents, ceux qui se préparent aussi à être parents. C'est pas seulement, on ne vit pas seulement des situations difficiles avec des enfants qui ont des handicaps. Même les enfants qu'on dit normal ont aussi des difficultés. Il y a aussi des différences. Donc, ces livres nous préparent en quelque sorte à accepter ce qui va arriver et à vivre avec. Et ce livre montre à ceux qui ne connaissent pas du tout le handicap, montre une phase de mon quotidien à travers le handicap. Voilà. Merci énormément. Merci à vous. Et je suis vraiment touchée de lire, mes amis. Ça n'est fini pour nous aujourd'hui. Ces livres est à recommander. Lisez ces livres pour vous préparer dans la vie future. Et au revoir.